The Last Girl, celle qui a tous les dons, est un film de zombies qui sort totalement des sentiers battus, qui a su mettre de la beauté et de l'espoir dans un monde pourtant extrêmement sanglant, et qui nous pousse vers une réflexion terriblement profonde. Je l'ai apprécié parce que c'est un film post-apo qui est assez différent des autres, et surtout pour le scénario assez original, et qui met en scène des enfants zombies, et ça c'est assez original pour le coup. Sceptique quant à un énième film du genre, j'étais agréablement surpris par ce film. Immersion rapide, approche assez particulière, du rythme, de l'émotion, je dis oui. Une très bonne surprise, un décor juste super bluffant et une histoire attachante. En bref, un film intelligent dans le genre et qui a le potentiel de ne pas tomber dans aucun des clichés. Free Fire est une comédie d'action britannique que j'ai voulu voir d'abord pour le casting et pour son scénario. Et je voulais le mettre dans ce top 10 puisque déjà de 1 je l'ai apprécié et de 2 il a très mal été distribué en France puisqu'il n'a cumulé que 11 000 entrées. Ce qui on peut le dire un gros four, et ça veut pas forcément dire qu'il est mauvais, il est plutôt même bon. Le film est vraiment une tuerie au sens propre comme figuré, c'est plutôt le cas de le dire. Un huis clos d'enfer qui n'est certes pas éblouissant en termes d'originalité, mais qui est sacrément efficace au niveau de la mise en scène, et surtout aux dialogues, qui sont aussi jouissifs que ce qu'on peut trouver dans un Tarantino. Et le casting est 5 étoiles, franchement ils jouent tous super bien, donc allez voir ce film, il ne mérite vraiment pas son échec. Avec Logan Lucky, le réalisateur Steven Soderbergh revient au film de braquage pour nous livrer un film énergique et maîtrisé de bout en bout. Son cast est parfaitement réussi. Mise en scène aboutie, casting de folie, scénario au rebondissement très bien amené et une super bande originale permettant au film de proposer un divertissement fun, réfléchi et pertinent. Et pour finir, il y a aussi une touche d'humour dans le film. Mention spéciale à Daniel Craig qui est juste hilarant dans ce film. En résumé, une très bonne comédie d'action à ne pas manquer. Carbone reflète à fond le style d'Olivier Marchal, un polar sombre, véritable descente aux enfers d'un chef d'entreprise obligé de déposer le bilan, dont rien que le titre évoque toute cette noirceur, mais surtout la célèbre affaire des quotas de carbone puisque c'est une histoire vraie. Il a toujours su réaliser ses films avec grand réalisme, forcément il était de la maison avant de devenir réalisateur, mais avec Carbone il a réussi encore une fois son coup, et il prouve encore une fois que c'est le taulier quoi, c'est le boss au niveau des polars en France. Magimel joue à la perfection, et pour moi ce film est très immersif. Mention spéciale à Michael Youn qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce genre de film et ça change, ça fait du bien. D'autant plus que c'est lui qui nous explique comment ça marche. Et aussi à Grange qu'on a pu voir dans Comment c'est loin et Bloqué avec Orelsan. En résumé, Carbone est un mélange d'action, de violence et d'argent sale, comme Olivier Marchal sait si bien le faire. Atomic Blonde, c'est le film d'espionnage de l'année pour moi, avec une vision de Berlin durant la guerre froide qui laisse de glace. Et son mur est omniprésent dans le film puisque ça se passe 3-4 jours avant la chute en 89. Le scénario est intelligent et digne de grands films d'espionnage avec son lot de cliffhanger. Les scènes d'action sont tout bonnement éblouissantes et surtout éclaboussantes. L'hémoglobine coule à flot, mais le tout est relativement digeste. Que ce soit la BO, les lumières, les couleurs ou même les décors, on est clairement en 1989. James McAvoy est une pile électrique dans ce film, il n'arrête pas de bouger et tient pas en place plus de 2 secondes. Mention spéciale à ce plan séquence dans l'escalier qui dure au moins 10 minutes, juste jouissif. Et les scénaristes se sont même permis d'avoir un peu d'humour à la Guy Ritchie dans le film. Pour moi, c'est le film d'action espionnage de l'année. Brimstone est un western impitoyable qui se déroule à marche arrière comme un flash-forward, c'est-à-dire qu'on nous montre le présent ou le futur à un certain moment, mais que la scène d'après peut aussi très bien être le passé. Un peu comme à la manière de Pulp Fiction, les scènes ne sont pas du tout linéaires et ni dans l'ordre chronologique, c'est un parti pris, mais finalement cette mise en scène est nécessaire pour pouvoir mieux apprécier le film, puisqu'on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ça s'est passé, etc. Guy Pearce signe là une prestation puissamment diabolique et vraiment flippante et glaçante, qui nous fait vraiment froid dans le dos, et quant à Dakota Fanning, elle assure le rôle de l'héroïne du film jusqu'au bout. Leur scène ensemble fonctionne super bien, et on sent bien toute la tension palpable et l'atmosphère électrique qu'il peut y avoir dans le long métrage. Ce film est pour moi est vraiment à la limite du chef-d'œuvre, tellement il est puissant, un des meilleurs westerns de la décennie pour moi. Des 3 a l'intelligence de nous immerger complètement dans l'enfer terrible qu'a connu cette ville en 1967, en cette période plus que troublée lors des révoltes qui ont touché d'ailleurs plusieurs villes d'Amérique. Alors je connaissais l'histoire des révoltes et des émeutes de 1967, mais par contre l'histoire du motel j'en avais jusqu'à présent jamais entendu parler. Après un petit quart d'heure, le film se transforme petit à petit en huis clos, qui durera près d'une heure véritablement anxiogène. On y verra notamment l'injustice, la violence, la maltraitance la plus totale des Afro-Américains par la police blanche de Détroit, en bref tout ce qui fait le racisme. D'ailleurs celui qui joue l'enfoiré dans le film, je crois que c'est aussi lui qui joue le rôle de Mute dans Le Labyrinthe, et aussi aux côtés de DiCaprio dans The Revenant. En bref, un film à voir pour son histoire, une réelle prise de conscience mais l'impuissance également.
Silence est probablement le film le plus réfléchi et le plus abouti de Martin Scorsese, sans doute parce que c'est aussi le plus personnel. Il faut dire aussi que ça fait grosso modo plus de 20 ans qu'il a écrit ce film, et à peu près aussi longtemps qu'il voulait le réaliser. Ce film en a surpris plus d'un et a aussi divisé le public. C'est-à-dire que si vous aimez l'époque de Scorsese avec les films de De Niro et de Joe Pesci, vous allez avoir beaucoup de mal à supporter Silence, surtout qu'il fait 3 heures, un film qui prend son temps pour développer les personnages et surtout qui a un rythme assez lent. Le film se base sur des faits réels, avec des personnages qui ont réellement existé. Au XVIIe siècle, c'est deux prêtres jésuites portugais qui se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, incarné par Liam Neeson, qui avait disparu et qui tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Quand on regarde ce film, on peut se dire que c'est la foi religieuse qu'on nous montre à l'écran, mais en fait, c'est pas forcément la foi religieuse, ça peut être aussi la foi en général. C'est un film qui parle de la foi avec un grand F en général. Ça peut être surtout n'importe quoi. Les sévices effectués par les tortionnaires et les scènes de violence et de torture sont assez choquantes et on peut parfois même tourner la tête tellement c'est insupportable. Que ce soit Andrew Garfield, Adam Driver ou Liam Neeson, ils jouent tous les trois avec une incroyable justesse. Et donc Silence est pour moi un des meilleurs films et les plus aboutis de Scorsese. C'est peut-être pas mon film préféré de sa filmographie, mais c'est un des meilleurs et un des plus réussis. À la base, quand j'ai appris que La La Land allait être une comédie musicale, j'étais assez sceptique. Et pour rien vous cacher, je suis assez allergique aux comédies musicales en général. Je voulais même pas en entendre parler. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit allez, je vais me laisser convaincre, je vais aller voir ce que ça donne, vu que tout le monde en parlait. Et résultat, j'ai kiffé grave, je l'ai vu 2 fois, j'ai failli même le voir une 3e fois au cinéma. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film? Tout a déjà été dit, que ce soit Ryan Gosling et Emma Stone, les décors et l'ambiance années 50, évidemment toutes les musiques du film. Bravo à Justin Hurwitz pour sa composition. Le traitement des couleurs aussi, il y a une vraie métaphore derrière. Les personnages sont hyper attachants. J'ai trouvé le scénario vraiment original. Durant tous les longs métrages, les personnages vacillent entre rêve et réalité. Ça fonctionne plutôt bien. Damien Chazelle prouve encore une fois que c'est un grand réalisateur. En bref, un futur film culte qui m'a fait aimer le genre de la comédie musicale et rien que pour ça, c'est un coup de maître. Le voici, le voilà, le fameux numéro 1. Alors, La La Land était à mes yeux pendant longtemps numéro 1 du film de l'année. Mais quand ce film a débarqué, j'ai hésité, j'ai réfléchi très longtemps. Et donc il a perdu une place, la concurrence était trop rude. Et donc Dunkerque, forcément. Franchement, au début, quand j'ai su que Nolan allait faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit, ouais, j'étais très sceptique. Je me suis dit, putain, c'est pas son style, j'espère qu'il va pas se chier parce que si c'est le cas, les gens vont lui tomber dessus, mais comme jamais, quoi. Et au final, le mec, alors, moi perso, bon, comme beaucoup de gens, j'apprécie énormément le travail de Nolan. J'ai plus ou moins apprécié tous ses films, notamment les plus complexes, et en tête Interstellar. Et là, le gars, il a réussi son coup de maître encore une fois. Alors, je sais pas comment il fait, le mec, mais vraiment, il est trop fort. Pour moi, c'est du génie. Et pourtant, je faisais partie des sceptiques, mais là, il m'a encore une fois retourné le cerveau, bien comme il faut, quoi. Il a réussi à faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais que le spectateur ne se dise pas en même temps, tiens, encore un énième film sur la Seconde Guerre mondiale, c'est du déjà vu, etc. Je trouve que le scénario est assez original, le fait d'avoir 3 timelines différentes, c'est-à-dire les soldats qui combattent sur Terre une semaine, en mer une journée et dans les airs 1 heure. Cette construction narrative permet au réalisateur de maintenir une tension et un suspense intenable de bout en bout de son long métrage et impliquer au plus fort des combats le spectateur. Tourné bien évidemment en 70 mm comme un peu Tarantino a l'habitude de faire, toutes les séquences du film nous immergent au plus près des combats. Ajoutez à ça un montage son époustouflant et l'ensemble redonne de belles lettres de noblesse à ce qu'est le cinéma et ses racines. Le casting est hallucinant, Tom Hardy en tête. Les décors, j'en parle même pas, ils ont tourné à Dunkerque bien évidemment. Mais surtout aussi, je voudrais souligner la présence et la collaboration encore une fois de Hans Zimmer avec Christopher Nolan.
parce que c'est lui qui a été le directeur artistique de tout ça, et franchement ça se voit. On reconnaît sa patte artistique, et franchement, ne serait-ce que les séquences dans les airs avec les avions, ou même les soldats sur terre, franchement la tension et le suspense s'intensifient énormément avec la musique de ce dernier. En résumé, je dirais que Dunkerque est un chef-d'œuvre absolu, une petite pépite qu'il ne faut absolument pas rater, et c'est pour moi le film de l'année, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis allé voir Baywatch pour la présence de Dwayne Johnson, alias The Rock, parce que j'apprécie vraiment sa carrière d'acteur. Et bon, c'est très très moyen quoi, le résultat, et il y a de la vulgarité, un humour franchement assez lourd, des potiches qui servent à rien à part montrer leur corps, et le triomphalisme à la sauce américaine. Le casting est franchement moyen, enfin, Zac Efron il fait encore une fois du Zac Efron, quoi, il se met torse nu. Les rôles féminins, bon ben, elles surjouent un peu trop, et le reste des rôles masculins sont tout simplement des clichés sur pattes. En gros, une pompe à fric bâclée dont on connaîtra tout de suite la fin, et le caméo de David Hasselhoff est vraiment inutile. La Momie, ou plutôt le reboot de La Momie, qui sera le premier film de Dark Universe d'Universal. Quand j'ai appris qu'ils allaient sortir un reboot du film, j'ai mis quelques réserves, et bordel, putain que j'ai eu raison. Parce que au niveau du divertissement, bon, ben, ça va, c'est plutôt correct, il fait assez bien le taf, mais au niveau du scénario, putain, c'est vraiment waouh. C'est même la présence de Tom Cruise et Russell Crowe sauve pas le film, quoi. C'est vraiment décevant. Il y a quelques effets spéciaux par-ci par-là qui sont assez bien faits, mais sinon le film pêche vraiment par son histoire, quoi. On s'est un peu chié, les personnages sont pas du tout attachants. Je trouve que ce film est un peu une perte de temps. Enfin bon, à voir juste pour le côté divertissant, mais sinon, au niveau de l'histoire, regardez plutôt l'original avec Brandon Fraser. Alors c'est parti, Power Rangers. Ouais, je me demande encore comment j'ai pu voir ce film. J'ai dû me laisser convaincre que ça pouvait être pas mal dans le fond, etc. Mais enfin bon, franchement, je vais pas mâcher mes mots, c'est de la grosse merde, quoi. Comme on n'en fait plus. Enfin, regarde le film si t'as moins de 15 ans, mais après, bon, si t'as plus de cet âge-là, non, c'est pas la peine que t'ailles le voir, vraiment pas. Parce que ce soit au niveau des acteurs qui jouent super mal, les effets spéciaux vraiment bidons, la réal, j'en parle même pas. En fait, je vois même pas de point positif à ajouter à ce film. Ah si, j'en ai trouvé un. Le seul point positif du film, c'est que, à un moment donné, vous allez voir, il se finit. Ah ouais, le film se termine, là, on est content. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, ou plutôt de son titre original, Dead Men Tell No Tales, qu'on pourrait traduire par Les morts ne racontent pas d'histoire. Déjà, premièrement, le titre, il est hors sujet. Ouais, grosse déception pour moi, puisque je l'attendais assez de pied ferme quand même, je l'attendais au tournant. Et je me suis dit que si il corrige les erreurs du 4, il pourrait nous sortir un bon film. Bon, mais il s'avère que c'est pas le cas du tout. Pour ce film, personnellement, que ce soit le casting ou l'histoire, tout était vraiment à refaire, quoi. Enfin, j'ai été déçu de ce film. Certains acteurs sont là que pour faire du fanservice, les caméos de fin sont ridicules, c'est du foutage de gueule littéralement. Alors je vais spoiler, donc le caméo d'Orlando Bloom et de Keira Knightley qui apparaissent 30 secondes à la fin, franchement c'est n'importe quoi. Les jeunes acteurs sont des clichés ambulants, il n'y a pas d'autre mot. On sait plus si c'est Johnny Depp qui fait du Jack Sparrow ou l'inverse, on est un peu perturbé. Et les clichés en veux-tu en voilà, eh ben tu es servi. L'actrice qui joue Karina, à défaut de bien jouer, c'est une tête à claque du début à la fin, on la supporte pas. Et bien sûr le fameux cliché du j'ai grandi sans père et il est sûrement mort. 5 minutes avant la fin, elle découvre que son père est un personnage du film. Et oh, comme par hasard, 2 minutes après avoir découvert qui était son père, oh ben il meurt, oh ben c'est con ça. En fait je sais vraiment pas quel film j'apprécie le moins, si c'est le 4 ou si c'est le 5. Mais ce qui est sûr c'est que ces deux longs métrages n'existent pas pour moi. Pour moi ils sont rayés de la liste, quoi. Pour moi Pirates des Caraïbes c'est la trilogie 1, 2, 3 et basta. Et on arrive à la première place avec Warrior Gates. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien moi aussi je me suis posé la question quand je l'ai vu. Parce que ce soit le scénario, les acteurs, notamment Batista en tête, les effets spéciaux, et aussi notamment la 3D qui est absolument dégueulasse, et c'est inadmissible de faire une 3D comme ça aussi dégueulasse en 2017. Et putain le film, putain il pique les yeux quoi, waouh, tu sors de la séance, tu sais pas si t'as vu un film ou si tu t'es fait charcuter. Ce qui est étonnant en plus, c'est que c'est produit et coécrit par Besson. Alors moi perso j'ai rien contre lui, mais quand on arrive à écrire ce genre de daube, bon je sais pas, pose-toi des questions quoi.
oser appeler ça du cinéma, c'est une hérésie pour moi. Appelle-le gros nanar, estampillé EuropaCorp, mais c'est tout quoi. Les acteurs ils sont tellement sous-joués qu'on dirait des figurants quoi. Et puis Batista, on se demande tellement qu'est-ce qu'il fout là. Je pense qu'il avait besoin de manger et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais sinon le film en lui-même est vraiment mauvais quoi. C'est vraiment pas bien. Et vraiment pas. Franchement, c'est même au niveau du divertissement, tout est déjà calculé à l'avance. Le genre de film où tu connais déjà la fin avant d'avoir vu. Pour conclure, je dirais que si vous voulez éviter de perdre 1h48 de votre vie, ne regardez tout simplement pas ce film. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!